Donc c'est un tour de table, une table animée par Hervé Moelle et moi-même, avec la participation de Kevin Cardona, BNP Paribas, directeur de l'innovation, Fabrice Bonifay, groupe Bouygues SA, directeur du développement durable et QSE et président de C3D, dont il nous parlera, Benjamin Fiquet, ICAD, directeur du développement durable, Sébastien Durand, Nexity, directeur de l'innovation et de la transformation, et Frédéric Tron, Plug-in Company, il n'est pas encore là, qui est associé. Bon. Je voulais aussi, juste avant de démarrer, inviter Maude Convert. Alors, elle est là, j'espère. Non, elle n'est pas là. Bon. Alors, elle nous rejoindra tout à l'heure. Non, mais elle devait être là. Mais bon, qui a rejoint la SBA pour s'occuper de toute la partie administrative et basée à Lyon. Et voilà, l'équipe s'agrandit. C'était un bon moyen de la présenter, mais on la verra tout à l'heure. Bien. Hervé, je te donne l'introduction de cette table. L'introduction, une partie de l'introduction, je pense que le reste sera fait par toi. Comme d'habitude, Emmanuel est toujours visionnaire. Donc, il y a un mois, il m'a appelé en me disant, écoute, ce serait bien de faire une conférence à SBA sur la propriété et la valorisation. Et est-ce que la propriété est une source de valorisation ou pas dans l'immobilier, hein. Et donc, alors c'était bien parce que c'était un des petits déjeuners que je voulais faire, était sur ce thème, donc ça rejoignait mes préoccupations. Il est vrai aujourd'hui, alors je vais vous donner 3 faits très rapides sur cette question complexe de la propriété et de la valorisation dans l'immobilier. Alors le premier, c'est quelque chose qu'on a échangé récemment. Vous savez que l'Angleterre est connue pour être le pays de la propriété, le pays où on développe les propriétaires. Et j'ai découvert, alors Emmanuel m'a dit qu'il était au courant, que finalement, en une génération, à Londres, on est passé d'une ville de propriétaires à une ville de locataires. Donc en une génération, les gens qui occupent aujourd'hui Londres sont des locataires, alors qu'il y a une génération auparavant, ils étaient propriétaires. Il y a d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est moins de 20% des moins de 40 ans qui peuvent prétendre accéder à la propriété à Londres. Donc on voit que cette question de la propriété et de la location, dans un pays aussi attaché à la propriété, avec Margaret Thatcher sur ce sujet, on voit les évolutions qui ont été faites en une génération, donc en très peu de temps. J'avais la chance, il y a 2 mois, d'avoir Glenn Whale, qui est un économiste un peu iconoclaste de Microsoft, qui a fait Radical Market et qui a fait une intervention, parce qu'il dit finalement, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que la propriété, c'est le monopole. Alors, il n'a pas dit la propriété, c'est le vol, selon la formule consacrée, mais il a dit la propriété, c'est le monopole. Et au début, c'est vrai que quand on lit cette phrase, on est un peu étonné. Mais en même temps, quand on voit l'inquiétude qu'il y a dans le secteur immobilier sur Amazon et Google et sur les systèmes de gestion, les systèmes de commandes vocales qui vont être développés à la fois par Google et par Amazon, et toute la question de la propriété de la donnée immobilière, qui est propriétaire de la donnée immobilière, qui aura le droit de l'utiliser et pourquoi, on voit bien que sur cet aspect-là, eh ben, la propriété pose des questions très importantes. Et dernier point, alors j'avais un autre point puis j'ai changé, quand on voit la crise que l'on a connue, que l'on connaît toujours, alors on espère qu'elle va se terminer, des gilets jaunes, on voit bien que dans le verbatim, un des grands problèmes qu'il y a eu autour de cette crise, c'était le problème de la propriété. C'est-à-dire que le verbatim des ruraux et des périurbains, c'est le verbatim des gens qui ont dû faire 30 ou 40 km de leur lieu de travail pour pouvoir s'acheter une maison et sont obligés de faire tous les jours entre 60 et 80 km en essayant de payer leur maison, qui naturellement hausse leur niveau de frais à payer. Et donc on voit bien que cette crise de la propriété et de la location existe actuellement de manière sociale forte. On voit bien aussi la difficulté à être propriétaire, nous le voyons avec nos consultants, à être propriétaire à Paris, qui est formidable. Et ce problème, enfin ce sujet n'est pas uniquement français, il est européen, à minimum. Au minimum européen. Et dernier point, pour tomber dans l'immobilier, on disait toujours avant que dans l'immobilier, pour faire de l'argent, il fallait être propriétaire. C'était vraiment la source majeure pour créer de la valeur et créer massivement de la valeur. Est arrivé WeWork.
Et WeWork, alors on peut toujours dire que WeWork va tomber, parce que naturellement, tous les ans, donc WeWork, c'est une chaîne de coworking qui s'est créée, qui est propriétaire de quelques immeubles, mais la grande majorité des immeubles, il est locataire. Alors, locataire, c'est premier locataire de Londres, maintenant premier locataire de New York. Et en étant locataire, il crée aujourd'hui, alors les valeurs oscillent entre 30 et 40 milliards selon les cas de figure évoqués, de capitalisation à bourse, avec des logiques à l'Amazon où, ben oui, pendant 20, 15 ans, je ne ferai pas de résultats, mais à terme, j'aurai des effets d'échelle sur le sujet. Donc on voit bien que même dans l'immobilier, aujourd'hui, la création de valeur n'est pas forcément liée à la propriété et qu'on peut être grand créateur de valeur financière. Alors, peut-être pas une valeur environnementale, c'est peut-être pas une valeur sociétale, c'est une valeur financière, ça sera peut-être un des débats, mais on peut être créateur de valeurs sans être propriétaire et créer plus de valeur que les propriétaires dans l'immobilier. Donc c'est à partir de cette base que je crois que notre réflexion, tu as peut-être des compléments à apporter. Non, mais c'est clair, on arrive vers une plateformisation de l'économie. Et elle touche, comme tu l'as dit, avec par exemple WeWork ou Airbnb, le monde de l'immobilier. Conjointement à cette évolution, notre société est également confrontée à un changement en profondeur des mentalités, avec l'éclatement des familles, la multiplication des familles monoparentales ou familles recomposées, le développement du télétravail, de l'e-commerce. Puis on voit aussi une aspiration à un retour à des valeurs fondamentales vers plus de bonheur, vers la nature, le temps libre, la vie en société. Ça, c'est des choses, enfin des valeurs que les jeunes générations portent de plus en plus. Donc on a effectivement d'un côté un changement de l'économie, une plateformisation de l'économie, et ensuite un changement des usages. Et de ce fait, on peut se poser la question, et ça c'est le début de ce tour de table, c'est qu'à l'instar de l'industrie automobile qui est en train de connaître une vraie révolution, je pense que tout le monde est d'accord, hein, on passe de la voiture qui était une propriété. Je peux dire qu'aujourd'hui, si on demande à un Allemand s'il est attaché à sa voiture, c'est vrai qu'il est attaché, il la nettoie, c'est son bijou. Et là, aujourd'hui, les constructeurs automobiles allemands sont en train de changer complètement de paradigme et de proposer des voitures électriques. Ils sont en train d'investir massivement sur la voiture électrique. Et dans leur tête, ce ne sera pas une voiture qui sera propriété, mais une voiture partagée. Et donc, on voit que c'est en train d'arriver. On le sent. On le sent. Et en plus, tout à l'heure, Marc Domas en a parlé. Il a parlé effectivement de mesures à l'échelle des villes pour réduire la circulation urbaine. En Allemagne, c'est exactement pareil. Donc, on voit bien que, quelque part, il y a un goulot d'étranglement et il y a une évolution inéluctable vers un changement complet de notre attitude par rapport à la mobilité et à une décorrélation entre l'usage et la propriété. Et maintenant, la question, c'est est-ce que cette révolution qu'on va connaître dans le monde de la mobilité, elle serait la même pour les espaces et donc dans le monde de l'immobilier? C'est une question que j'aimerais bien à laquelle vous puissiez chacun répondre. Donc, on n'a qu'à démarrer par toi. Sébastien. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Durand, je suis en charge de l'innovation et de la transformation au sein de Nexity Property Management. Donc la filiale, l'entité de Nexity qui est en charge de l'exploitation des bâtiments tertiaires. Petit rappel sur le groupe Nexity, en fait, c'est le premier opérateur intégré de l'immobilier en France. On est présent sur les sujets du tertiaire, du résidentiel et des collectivités. Et on est donc de ce fait confronté à l'arrivée de la data sur ces trois segments et deux, à la nécessité en fait de décloisonner nos métiers, puisqu'on est historiquement sur des métiers historiquement cloisonnés sur ces sujets-là, et on a besoin d'utiliser les plateformes de data pour repenser nos métiers. Alors, moi, je suis plutôt, bien évidemment, concerné par la partie property, et ce soir, c'est plutôt sur ce volet-là que je pourrais échanger avec vous. Le métier du property management, en fait, dans la chaîne immobilière, il se situe entre l'asset qui est légèrement en dessous d'un investisseur. Donc, un investisseur va confier ses biens à un asset va en confier les mandats de gestion à un property manager.
Et un property manager va utiliser le mandat de gestion qui lui est confié par l'asset pour piloter l'exploitation du bâtiment d'un point de vue technique et d'un point de vue administratif. Donc il est véritablement le property manager sur une fonction de pilotage. Aujourd'hui, on se rend compte que nos métiers sont percutés à la fois par l'arrivée des FME, donc les facility managers, qui cherchent à monter bien évidemment sur cette prestation de pilotage pour faire bosser leurs équipes, et c'est bien normal. Et on est aussi percuté par la partie basse des assets qui souhaitent récupérer cette partie-là de l'exploitation. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous parce qu'on est en plus assujetti à la loi Hoguet qui ne nous permet pas en fait de s'orienter dans une logique de résultat, mais on est véritablement confronté dans une logique de moyens. Ça veut dire quoi la loi Hoguet? Ça veut dire qu'on a le carnet de chèques de notre asset manager. Donc à partir du moment où on a le carnet de chèques de l'asset manager, on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas utiliser le carnet de chèques de l'asset manager pour optimiser l'exploitation d'un bâtiment qu'il nous confie en faisant travailler des services qui nous appartiennent. C'est complètement kafkaïen comme solution. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est obligé de repenser en fait nos métiers. Et repenser nos métiers, ça va se faire, et ça va se faire à travers l'utilisation de la data. Et je terminerai sur ça en laissant la parole, on reviendra après sur ces sujets-là. On fait le constat aujourd'hui que nos collaborateurs passent énormément de temps sur de la collecte d'informations. La data pour nous, la plateforme d'interopérabilité, c'est une option qui s'offre à nous pour permettre à nos équipes, plutôt que de collecter, passer du temps sur de l'analyse. Alors, je ne dévoilerai pas tous les sujets sur lesquels on bosse aujourd'hui, mais on est véritablement sur ces recherches-là, c'est-à-dire je mets en place une plateforme de données qui va gérer l'interopérabilité du système, gérer l'écosystème extrêmement complexe, et je vais repenser le métier de mon opérationnel en m'assurant qu'il passe plus de temps sur l'analyse de la donnée plutôt que sur la collecte. Bon, très bien. On en reparle, mais on voit bien que les métiers changent. Mais Kevin, donc, est-ce que tu peux de nouveau répondre un peu aussi à cette question et plus sur cette notion de modification des métiers et vers une économie de service. Avec plaisir. Merci. D'abord, je voudrais vous poser une question à tous, en levant la main. Qui dans la salle a un business model exprimé en quelque chose par mètre carré ou en euros par produit? Bon, il y en a, je pense, qui ne lèvent pas la main, mais qui devraient. Et globalement, je pense que c'est la majorité de la pièce. Et maintenant, autre question. Qui dans la salle a un business model qui s'exprime en likes par utilisateur, ou simplement en nombre d'utilisateurs, ou en audience, ou en communauté? Dans le groupe, il y a TF1. C'est juste. Donc vous avez, je pense, assez rapidement compris l'enjeu de nos métiers. C'est ce changement de paradigme qui est effectivement très compliqué, parce que c'est pas un sujet de technologie, c'est pas un sujet de technologie, elle est bien avancée, c'est un sujet de mindset, c'est un sujet de business model, c'est un sujet de positionnement. D'ailleurs, on parle encore de chaîne de valeur quand on devrait parler de mission. Après, moi, sur le titre, je suis toujours un peu gêné parce qu'il y aura toujours un propriétaire. Il y aura toujours un propriétaire. On ne passe pas de la propriété à l'usage. Il y a un propriétaire. On va peut-être changer de propriétaire. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va la posséder, cette voiture ou cet immeuble. Par contre, on décorrèle la propriété de l'usage. Par contre, l'usage, lui, il est bouleversé. Exact. Et l'usage, et moi, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on est en train de... Notre conviction, c'est que le bureau, ça ne veut plus rien dire. Parce que nous, on pense que c'est l'individu nomade connecté qui définit la fonction d'un lieu. L'exemple, c'est tu es dans un espace de coworking payé par ton entreprise, tu commandes un truc sur Amazon pour des questions personnelles. Où es-tu? Au bureau, à la maison ou dans un commerce? Les trois à la fois. Donc ça veut dire que la fonction au bureau, elle n'a plus vraiment de sens. Et que, en fait, effectivement, la digitalisation de nos modes de vie fait qu'on fait tout partout. Et donc, moi, je parlerais plutôt d'un bouleversement de l'usage plus que d'un changement de propriété à l'usage, parce que c'est pas le sujet. Après, il y a un glissement de positionnement des différents acteurs. Exact, ouais. Sur, effectivement, qu'est-ce que je fais.
Et si je prends les chiffres et si je fais un focus sur notre property management aussi, ce que j'aime bien dire, c'est effectivement WeWork, 40 milliards, c'est en vrai 217 000 utilisateurs dans leur communauté. Nous, le property management, c'est 40 millions de mètres carrés, donc on l'exprime encore comme ça, alors qu'on devrait dire c'est 2 millions de personnes, 10 heures par jour. Parce que c'est ça notre property management. C'est 2 millions de personnes, 10 heures par jour en Europe. Ça vaut pas 40 milliards. Donc on a un énorme enjeu, mais du coup une énorme opportunité de s'associer avec des gens qui vont nous aider à aller potentiellement offrir de la valeur à ces utilisateurs. Et donc nous on se positionne plutôt auprès des ce qu'on appelle les PropTech, donc ces startups ou grands groupes d'ailleurs, parce que qui proposent de la valeur ajoutée à ces utilisateurs finaux. Et nous, on se positionne plutôt comme tiers de confiance, comme développeur, comme quelqu'un qui va donner accès au marché. Et je vais vous donner un exemple, c'est le co-living. Et on se positionne effectivement aujourd'hui sur le co-living, pas en tant qu'opérateur, mais en tant qu'agrégateur des opérateurs de co-living. Parce que pour le coup, c'est notre responsabilité, en tant que, et là je pense parler au nom de toute la profession, de devoir proposer cette alternative aux gens dans la société qui n'ont pas accès au logement. Et là encore, si vous demandez, c'est faux de dire qu'un millénial ne veut pas être propriétaire. Non. C'est faux. Tu demandes à quelqu'un de 25 ans, est-ce que tu veux être propriétaire d'un appart à Paris? La réponse est oui. Par contre, il ne peut pas. Il n'a pas accès. D'ailleurs, il paraît que les millénials aux États-Unis sont plus propriétaires que les générations d'avant. Mais ils ne sont pas propriétaires forcément du bâtiment dans lequel ils habitent. En tout cas, le co-living va répondre à cet enjeu de dire que le même millénial, il va te dire j'aimerais être propriétaire, mais je ne peux pas. Par contre, je n'ai pas envie d'être propriétaire à 40 km de Paris. Donc je vais aller et je vais préférer, parce que l'alternative c'est quoi? Il va aller dans le marché locatif existant, et là il va mettre la moitié de son salaire quand il est en début de carrière dans un 40 mètres carrés avec zéro service où il ne connaît pas son voisin de palier. Ça c'est non. Donc le co-living répond à ça, il dit je préfère effectivement 30 mètres carrés et je partage, et là il y a du partage, je partage mes 10 mètres carrés qui de toute façon ne me servent pas grand chose dans mon studio, et mis bout à bout ça fait un rooftop, ça fait un cinéma, ça fait une salle de sport, ça fait un restaurant partagé, et là pour le coup c'est beaucoup plus attractif parce qu'en plus ce truc là sera très central et il y aura un opérateur qui va prendre un bail long terme et toujours un propriétaire, et il y aura quand même une chaîne de valeur qui va se recomposer. Quelque part tu es en train de montrer que le bâtiment est en train de complètement se muter. Les acteurs du bâtiment vont coopérer différemment et avec des nouveaux partenaires. Oui, mais pour arriver au co-living, tu dois avoir beaucoup plus de flexibilité, de modularité, même du bâtiment. Alors ça va effectivement à terme changer le produit, clairement. Donc le produit lui-même devrait être plus modulaire. Le produit devrait être R2S. On va parler d'infrastructures ouvertes, évolutives, plug and play sur des services qui va voir d'ailleurs des utilisations. L'opérateur de co-living, il a un modèle, il va commencer 2 ans avec son modèle. En vrai, 3 ans plus tard, il va itérer parce qu'il va se rendre compte que son coworking est trop grand. Donc son coworking va devoir, à l'intérieur, si je prends Babel Community, qui est un exemple, où il a tout dans un même immeuble. Il y a du coworking, du co-living, de l'auberge, du studio, du bon. Et donc évidemment, lui, il a besoin d'une infra qui lui permet de faire évoluer son modèle parce qu'il fonctionne comme un hôtelier en yield management. Donc lui, il va ajuster son offre. Donc il a besoin d'un immeuble mouvant qui va ajuster le co-living, le coworking en fonction des périodes de l'année, en fonction des flux, en fonction des cycles économiques. Il y aura plus ou moins de freelance, plus ou moins d'étudiants dans la région, ainsi de suite. Donc l'immeuble doit être capable de répondre à cette demande qui, elle, va être fluctuante. Donc l'immeuble doit être agile. Et pour ça, il a besoin effectivement d'évoluer dans sa conception et dans son apaisation. Ouais. Très bien. Benjamin. Je n'ai pas de questions à vous poser. Benjamin Fiquet, je suis directeur des transitions environnementales pour ICAD. Juste un point pour ICAD, effectivement, nous sommes propriétaires, nous sommes une foncière et un développeur, foncière de murs de bureaux et foncière de murs de santé, puisque les exploitants de cliniques ont décidé de vendre leurs murs. Et donc nous sommes le propriétaire de ces murs de santé pour que l'exploitation de ces murs de santé, enfin les exploitants de ces murs de santé puissent réinvestir dans finalement l'évolution de la santé vers les plateaux techniques, vers plus de services de ces murs de santé. Donc on a un modèle et à la fois le propriétaire de ces murs et à la fois l'exploitant crée de la valeur. Donc il n'y a pas d'exclusion l'un de l'autre. Et c'est des partenariats qui sont tout à fait viables et pérennes dans le temps. La question que tu poses, ça pose la question, enfin, de mon point de vue, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est l'économie de la fonctionnalité.
qui est né dans les années 80, qui se rappelle l'économie de la performance, qui expose 2 points, c'est à la fois une logique servicielle, une logique de cycle de vie. Alors, la logique de cycle de vie sur les questions environnementales, c'est fondamental, parce qu'elle s'adosse à une espèce de frénésie de la performance ou la recherche de cette performance, toujours plus de performance, qui génère toujours plus d'obsolescence finalement des produits et des services auxquels on veut accéder, et qui deviennent aussi de plus en plus inaccessibles par le prix. Finalement, la logique servicielle, qui est la vente de performance d'un usage, versus la logique cycle de vie, qui est la vente de l'usage d'un bien. Donc tu as 2 logiques qui viennent s'opposer et qui viennent s'accélérer l'une l'autre. Nous-mêmes, on doit chercher à la fois l'usage de ce bien, mais la meilleure performance de ce bien. Donc quand j'entendais tout à l'heure dire 40% de moins d'usage du mètre carré, on pense, pauvre propriétaire. Non, le propriétaire, ce qu'il veut, c'est qu'il est 60% mieux utilisé et plus performant. Et c'est bien ce qu'on recherche sur les questions environnementales, c'est que ces bâtiments, ces espaces, ces mètres carrés soient le plus utilisés possible et que l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces bâtiments soit optimisée et serve au plus grand nombre. Donc ça ne s'oppose pas. Il y a toujours besoin d'un propriétaire, mais par contre un propriétaire qui devra réfléchir de plus en plus sur cette logique servicielle d'améliorer la performance et toujours rechercher la meilleure performance de son bâti par le digital, par le développement d'offres de services, par la proximité qu'on peut avoir à l'exploitant, du mur de santé par exemple, quand on achète un scanner et autres, il a d'autres choses à faire que d'investir dans un groupe froid. Quand vous allez dans une clinique, c'est ce que vous recherchez. Donc on en est bien là. L'autre point, et je ne vous pose pas la question de sondage, parce que la réponse, les millénials la donnent. Un sondage récent de l'ESSEC, 83% des jeunes à l'école, ils veulent un bureau fermé. 83%. Hors de question pour ceux qui ont une logique de flex office, 50% d'entre eux disent on ne veut pas renouveler l'expérience. Et 50% d'entre eux disent l'espace de travail dans lequel je vais travailler compte dans le choix de mon employeur. Donc pas de flex office, pas de bureau fermé. Donc ça remet quand même, la vie est un éternel recommencement. Donc qu'est-ce que ce sera demain et autres ? On ne sait pas. Par contre, la recherche de la performance, la recherche du mieux travailler ensemble, de partager, elle est nécessaire et inéluctable compte tenu de l'économie de l'information et effectivement de la mondialisation de l'information. Donc c'est des anciens concepts qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on redécouvre aujourd'hui, mais qui, pour un propriétaire, finalement, c'est réinventer ou repenser finalement la performance de son bâti. Fabrice ? Bon, je ne vous présente pas, contrairement à ICAD ou Nexity, je ne vous présente pas Bouygues. Hein ouais, merci. Tu sais, comme Bouygues, on oublie TF1, mais ce qu'on fasse de la santé, ça ne se sait pas forcément, tu sais. C'était une joke. Hein. Donc, oui, alors, le concept que nous, on propose maintenant chez Bouygues, là, il y a 3 ans, on s'est dit développement durable et immobilier. Il y a un hiatus, c'est que tout ce qui est durable, dans la tête des clients, souvent, c'est plus cher. Parce que vous voyez, bon, les voitures électriques, c'est bien, mais c'est plus cher. La bouffe bio, c'est bien, c'est plus cher, etc. On s'est dit, comment on va pouvoir vendre finalement du durable moins cher, inclusif, parce que les gens ils ont moins de sous. Hein, on l'a dit, il y a quand même une crise sociale en France et on ne peut pas non plus simplement avoir des produits premium et faire une montée en gamme en permanence, c'est pas possible. Donc, si on veut faire du durable moins cher, on s'est aperçu que même le moins cher, ça risquait d'être mal perçu, donc on s'est dit on va faire du durable qui va rapporter de l'argent à nos clients. Et on a inventé donc un concept building qu'on n'a pas encore construit, mais sur lequel on travaille sur le modèle économique, qui est le bâtiment hybride à économie positive. Alors c'est quoi cette bête ? C'est un bâtiment en fait, qui effectivement est conçu pour être utilisé comme une infrastructure. Vous connaissez tous le modèle économique de l'aviation civile. Et l'obsession des compagnies aériennes, c'est que les avions soient en l'air et qu'ils soient pleins. Ça a été dit, c'est le concept du yield management. Et je pense que dans les bâtiments du futur, que ce soit les logements ou les bâtiments tertiaires, les logements, on le voit bien déjà avec Airbnb, et les bâtiments tertiaires, il y a des espaces fonctionnels dans les bâtiments tertiaires qui sont structurellement sous-utilisés. Pas tout, mais certains.
Et la conception des bâtiments tertiaires de demain, mais aussi le refurbishing des bâtiments tertiaires d'aujourd'hui, consistera à identifier les zones qui peuvent être utilisées par des utilisateurs secondaires, tertiaires ou quaternaires. Alors bien sûr, on pense au parking, on pense aux salles polyvalentes, aux restaurants entreprises, à des bureaux partagés en zone de coworking, mais aussi à des salles techniques, des Fab Labs, des salles de téléprésence, qui peuvent être largement partagées avec d'autres typologies d'utilisateurs. Et tout ça, c'est du cash qui rentre dans le bâtiment, car si vous passez d'un taux d'usage, pour les bâtiments tertiaires, tenez-vous bien, vous le connaissez les chiffres, entre 20 et 25% du temps à 60% du temps, eh bien sûr, ça vous fait plus d'argent. Donc tout ça, ça s'organise et on ne pourra pas le faire sans digital, car cette mise en relation d'espaces partagés entre différentes typologies d'acteurs, suivant la chronotopie du bâtiment, y compris les week-ends, bien sûr, y compris la nuit, ça nécessite bien sûr une gestion très fine sur la sécurité, la cybersécurité, les accès, etc. Mais aujourd'hui, techniquement, rien n'empêche de faire ça. Donc ça, c'est le premier levier de cash pour ce type de bâtiment. Le deuxième levier de cash, et ça a été dit aussi, mais il faut bien... Moi, j'ai toujours été effaré en matière de construction durable de voir qu'on mesurait l'efficacité en kilowattheure par mètre carré. Ça n'a aucun sens, ça a été dit. Il faut le mesurer en kilowattheure par utilisateur. Et peu importe qui dépense beaucoup le bâtiment, s'il est utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Et c'est là qu'arrive le deuxième levier de production de richesse pour les bâtiments de demain, et j'ai bien dit de demain, et pas d'après-demain, c'est la capacité que le bâtiment aura à autoproduire une grande partie des flux dont il a besoin pour fonctionner. Et cette autoproduction, on pense tout de suite aux bâtiments énergie positive, que Bouygues connaît bien, on a été les premiers à les faire, mais on se dit, c'est bien d'avoir des bâtiments qui produisent leur propre énergie, mais c'est encore mieux si on arrive à rendre les bâtiments interdépendants les uns des autres. Alors je m'explique, c'est la notion d'îlot mixte, d'avoir un bâtiment qui produit, qui est à côté d'un bâtiment à côté qui va consommer, parce qu'ils auront des courbes de charge qui seront différentes. Ça a été dit un petit peu par les gens de Microsoft tout à l'heure. Et se réfléchir, dès qu'on va implanter un bâtiment demain, à la capacité que ces bâtiments auront à interagir les uns avec les autres. Je vous donne un exemple. Vous avez un bâtiment, peut-être dans celui-ci, il y a probablement un data center qui produit énormément de chaleur fatale. Que fait ce bâtiment de cette chaleur fatale? Peut-être l'utilise-t-elle pour chauffer l'eau chaude sanitaire du bâtiment, c'est déjà une bonne chose. Mais peut-être pour les bâtiments tertiaires, il n'y a pas trop besoin d'eau chaude sanitaire. Peut-être peut-elle revendre cette chaleur fatale à un bâtiment d'à côté qui en aura besoin. Ça, c'est le genre de réflexe que les acteurs du bâtiment n'ont pas du tout. Et qu'il faudrait qu'on puisse avoir plus si on veut, encore une fois, optimiser les recettes de production d'un bâtiment. On l'a vu, la mobilité demain sera électrique. Elle sera électrique et partagée. Donc, la combinaison entre la capacité que les bâtiments auront demain à recharger les véhicules électriques en courant continu, en autopartage, dans des parkings où non seulement les utilisateurs du bâtiment pourront utiliser ces voitures de car sharing privé, mais pourquoi ne pas ouvrir ce système de car sharing privé aux voisins du bâtiment? Et là, on va recréer en fait les systèmes que l'on voit outdoor en indoor. Là, il n'y a rien encore, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces sujets, mais on est persuadé, en tout cas nous chez Bouygues, que les parkings du futur seront en fait des hubs de mobilité. Et il y a un modèle économique derrière. Et on retrouve le modèle économique du yield management. Ce sera la capacité que nous aurons à faire en sorte que ces parkings soient en permanence pleins, mais aussi avec une rotation de véhicules la plus grande possible, parce que plus il y aura de rotation de véhicules, et bien plus le parking rapportera de l'argent. Alors il y a 6 autres leviers pour faire du cash dans les bâtiments hybrides à économie positive. Donc je n'ai pas le temps de vous les développer. Mais on voit bien qu'on rentre dans une ère où en fait les bâtiments seront multi-utilisateurs, dont devront être extrêmement modulaires, très connectés, avec non plus des facility managers, mais des community managers qui géreront des communautés et qui devront donc avoir des comptes de résultats par espace fonctionnel. C'est ce qui fera la rentabilité des bâtiments de demain. Plus vous aurez cette capacité à vous connecter aux autres, plus vous aurez cette capacité à gérer des communautés, plus vous générez du cash. C'est très intéressant. Tu nous ouvres les yeux. Mais là, tu as pris l'exemple de l'énergie, hein, en montrant qu'effectivement, l'énergie, elle doit se faire au niveau
non pas d'un bâtiment, la gestion de l'énergie, mais au niveau du quartier. Mais quelque part, c'est tous les autres services, c'est-à-dire les partages des espaces. On doit avoir un raisonnement, si on suit ce que tu dis, c'est un raisonnement à l'échelle du quartier. C'est-à-dire que... J'ai dit un petit peu, le bâtiment sera d'autant plus rentable qu'il sera interconnecté aux autres. Donc la bonne maille, effectivement, c'est à minima l'îlot. Il faut parler district. Voilà, district, l'îlot, bon après c'est une question de sémantique, mais le quartier c'est effectivement la bonne maille pour que véritablement on puisse avoir le meilleur rendement. Donc les bâtiments demain, je pense qu'ils chasseront en meute. Un bâtiment tout seul, ça pourra mal fonctionner, tout ce que je viens de vous dire. Donc ce sera en zone dense. Les équipes de courbe de charge devront se faire avec des bâtiments qui devront être les plus mixtes possibles. On a une expérience actuellement chez Bouygues Immobilier à Lyon, le quartier Icari, avec un îlot mixte où on a du logement, on a du bâtiment tertiaire et des commerces. Et on arrive à faire en sorte que cet îlot mixte soit à énergie positive. Pourquoi ? Parce que quand un bâtiment produit, il n'a pas toujours besoin de cette production, mais s'il a un bâtiment qui a besoin de consommer au même moment, il peut y avoir une revente des flux énergétiques au niveau du quartier. Alors bien sûr, on entend, et j'entends déjà, ben oui, mais la réglementation, mais oui, mais il y aura tout. Aujourd'hui, c'est clair que le droit ne... Comment ? Non. Oui, ça vient de changer. Non. Ah, vas-y, complète. Non. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu exposes, il y a le service d'intérêt collectif à l'échelle des îlots. Le droit le permet aujourd'hui. On a travaillé avec des notaires, l'étude Chevreau et autres. Le droit permet aujourd'hui, sur la base des ASL, AFU, l'union de syndicats, tout à la fois de créer ces schémas de gouvernance dans lesquels on a des services d'intérêt collectif sur des bâtiments neufs en développement. Et il faut le prévoir dès l'écriture des textes, sinon c'est mort, c'est plié, on retombe dans les affres des copropriétés et c'est terminé, parce qu'un administrateur de biens ne peut pas s'arroger une responsabilité qui n'est pas écrite dans les textes à la conception. Et l'autre bonne nouvelle, il y en a même deux autres, c'est que, ça peut concerner la restructuration et le résidentiel, c'est-à-dire on n'exclut pas le bâtiment voisin, mais on peut l'intégrer dans un schéma d'union de syndicats et donc créer un schéma juridique qui permet d'adresser ces services d'intérêt collectif que tu exposes. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut également, dans ces schémas juridiques, ça existe, la possibilité d'intégrer une représentation active des utilisateurs. Et ça, c'est fondamental dans ce que tu exposes, c'est que ce n'est pas par construction juridique de la propriété, un schéma dans lequel on oppose le propriétaire à son utilisateur, mais dans lequel on peut mettre en place un système de concertation continue avec un collège représentatif des utilisateurs aux côtés des propriétaires par construction et non pas par opposition, parce que fatalement, quand ça ne va pas, il y a toujours une association qui se crée d'utilisateurs contre le propriétaire. Donc le juridique existe, c'est-à-dire qu'on ne l'a juste pas adressé et qu'au moment du développement, on n'a pas eu l'attention juridique et de gouvernance pour y poser le cadre de responsabilité suffisant. Oui, bien sûr, on connaît cette évolution de la législation. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un cadre qui est récent, où le retour d'expérience était encore très faible, mais c'est en faisant qu'on va acquérir ce retour d'expérience et qu'on pourra multiplier ce type d'expérience, car je pense qu'on en a besoin tout simplement. Absolument. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'autre avantage que ça va avoir, ce que tu viens de décrire, c'est de créer aussi une notion de résilience. Car, vous le savez forcément, aujourd'hui, les villes et les bâtiments sont extrêmement dépendants de systèmes de production qui sont centralisés à l'extérieur des villes. Et on va rentrer dans des temps un peu difficiles. Je ne vous fais pas le schéma ou le sketch des changements climatiques, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus en parler. Mais enfin, quand même, j'ai demandé un moratoire sur le changement climatique. Je ne sais pas s'il va être accepté. C'est pas sûr. Peut-être on va annuler le changement climatique. On va voir si c'est possible. Mais si ça continue comme ça, on risque d'avoir des coupures de courant plus souvent que prévu, et que les bâtiments qui auront un minimum de capacité de production et de capacité de stockage grâce aux véhicules électriques, parce que les véhicules électriques de demain seront le stockage des bâtiments pour le futur et pour un futur très proche, eh bien, plus le bâtiment sera résilient, eh bien, plus il pourra promettre un niveau de confort que les bâtiments qui n'auront pas cette capacité de production ne pourront pas promettre. Alors, on avait une deuxième question. Donc, vous avez fait part des évolutions que vous voyez à la fois dans le bureau, à la fois dans le taux d'utilisation du bureau, dans le résidentiel, etc. Une des questions qu'on se posait, c'était de savoir
Alors, la vérité de ces tendances de fond, en particulier sur l'immobilier, donc Benjamin a fait une remarque sur ce sujet. Et deuxièmement, quel impact ça a sur le parc existant et sur la valeur du parc existant, c'est-à-dire le parc existant des immobiliers de bureaux, les parcs existants, va-t-il supporter ces nouvelles formes de travail et ce nouveau nomadisme? Les parcs immobiliers résidentiels, va-t-il supporter ces besoins de co-living ou pas? Donc comment ça va se traduire sur le parc existant, dont on sait toujours que c'est une des difficultés, et sur la valeur du parc existant? Non, mais attends, moi je voulais revenir sur le sujet de la péréquation des offres, enfin, dont tu parlais tout à l'heure, que je trouvais extrêmement intéressant. C'est ces bâtiments qui sont capables en fait de s'auto-alimenter. Je pense que dans notre secteur, dans l'immobilier, on a beaucoup à apprendre des télécoms. Et moi, j'ai commencé à bosser dans les télécoms dans les années 2000. Je me rappelle qu'il y avait à l'époque des développeurs qui vendaient de la voix fixe, pour ceux qui s'en rappellent. D'autres développaient de la data, donc les réseaux data pour les boîtes. D'autres développaient des accès Internet à titre personnel pour la maison. Et puis il y avait des commerciaux qui poussaient des offres de mobile. Bon, et puis il y a eu une vraie rupture technologique avec l'arrivée du protocole IP. Et celui qui globalement embarquait la data, il embarquait tout. Moi, je suis convaincu en fait que dans l'immobilier, et ça revient un peu à ce que disait Kevin tout à l'heure, c'est qu'on va irrémédiablement vers ces offres intégrées. C'est-à-dire qu'il faudra même peut-être plus qu'on raisonne en mètres carrés, mais différemment en usage. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais assurément, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette évolution des opérateurs télécoms. Et on le retrouve d'ailleurs dans la réflexion qu'ils ont eue sur le contenu et le contenant. C'est-à-dire que certains avaient des câbles, il y avait des tuyaux, et c'était la guerre à celui qui avait le plus de tuyaux à l'époque. Et puis après, qu'est-ce qu'on mettait dans le tuyau ? Je pense que la réflexion d'un promoteur immobilier est un peu la même. C'est-à-dire que j'ai mes murs, mais demain, qu'est-ce que je mets dans mes murs ? Eh bien, je mets du service et j'arrête d'avoir une hôtesse d'accueil, donc une prestation d'hôtesse-aria d'un côté, une prestation de maintenance multitechnique de l'autre, une prestation de conciergerie à droite, de la sécurité d'accueil dans la journée, de la sécurité d'accueil la nuit. Tout ça, il faut que ça converge vers une offre unique. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Quel impact sur l'aspect valorisation, en particulier sur le parc existant? Il y a plusieurs questions, c'est pas simple de répondre, personne n'a trop de boules de cristal, mais une première analogie. On a plusieurs personnes autour de cette table travaillent le développement durable. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça aussi dans ma vie d'avant chez Unibail. Et souvent, quand tu commençais à expliquer je vais rendre les bâtiments green, ainsi de suite, la première question c'était bon, c'est super ton truc, mais combien ça me rapporte? Et en vrai, c'est une mauvaise question. La bonne question, c'est combien ça m'évite de perdre. Donc je pense que ce dont on parle, c'est à peu près le même genre d'enjeu. C'est upfront, ça va rien te rapporter, ça va déjà t'éviter de décrocher. Donc parce que l'immobilier, c'est pas le. C'est une réponse. C'est pas toi qui décides du prix de l'immobilier. En gros, c'est le marché. Et il est cyclique. Et le but du jeu d'un immeuble quand il sort sur le marché, c'est d'être en haut de la courbe et de rester en haut de la courbe. Et donc, c'est très probable que les immeubles qui ne seront pas capables d'offrir tous ces services et d'aller jusque, effectivement, une forme de, peut-être pas économie positive, mais déjà minima zéro charge de partie commune, c'est déjà pas mal. Et effectivement, ces immeubles qui sont capables d'avoir zéro charge de partie commune, par l'ouverture, par les PropTech qui viennent faire plus de services, ainsi de suite, par l'intensité d'usage, a priori, ils vont moins décrocher que les autres. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, il y a les bâtiments neufs qui vont sortir, ou les réhab suffisamment lourdes pour tout refaire from scratch. Eux, ils vont pouvoir se positionner au top. Après, il y a l'existant, effectivement. Prenez cet amphithéâtre. Lui, pour le modifier, il faut vraiment le modifier entièrement. Pour le coup, si tout l'immeuble est autour de 25-30% d'utilisation par an, si on compte soirée week-end, cette pièce-là, elle est probablement autour de 5%. Donc c'est une forme d'hérésie de conception, quoi. Donc ça pose la question de l'accessibilité. Peut-être qu'à moindre coût, on peut le rendre accessible, sécurisé, le mutualiser, l'ouvrir aux crèches, aux écoles, aux foyers, ainsi de suite, aux gens autour. Donc je pense qu'en fait,
Et c'est là où on revient sur notre sujet R2S, et notre sujet d'infra, notre sujet d'apéisation de l'immobilier. Je pense que finalement, à moindre coût, on peut rendre un vieux bâtiment smart. Nous, on est en train de travailler sur le lab de BNP Paribas Group en ce moment. C'est un bâtiment pré-haussmannien dans le centre de Paris. Et on espère bien en faire le bâtiment pré-haussmannien le plus smart du monde. Et je pense que c'est faisable. Si on a la bonne infrastructure, et ça devient un business d'infra, ça devient un business de capabilité, c'est-à-dire il faut que je mette mon immeuble dans cette mouvance de l'apaisation, je dois donner ces data et ces espaces et ces ressources en général accessibles pour quelqu'un d'autre qui lui va venir proposer de la valeur, à l'instar d'une app sur un smartphone. Je reprends toujours cet exemple, mais quand iPhone a lancé l'iPhone, il y avait 3 apps. Il n'a pas attendu d'inventer les millions d'apps d'aujourd'hui, mais c'est bien la valeur de l'iPhone, de sa capacité à recevoir des millions d'apps. Et donc je pense que la valeur du smart building, c'est sa capacité à recevoir des millions de PropTech. Benjamin. Alors, un discounted cash flow est la méthode d'évaluation d'un actif immobilier. Donc c'est la méthode d'évaluation des cash flows, donc de l'argent qui circule. La valeur de cet actif, elle est fondée là-dessus. Et ça, l'expert immobilier l'évalue selon l'occupation et le loyer utilisé, enfin le loyer généré par l'usage. Le sujet, c'est que le bâtiment doit être utilisé. Et plus il est utilisé, plus il a de valeur. Si WeWork, aujourd'hui, il a créé de la valeur, mais il achète tous ses immeubles. Hein. Et SoftBank, qui a investi massivement dans WeWork, qu'est-ce qu'il a fait? Il est au premier marché. Et SoftBank, il a réinvesti dans WeWork pour acheter des actifs. Il y a des équipes françaises qui sont en charge d'acheter les actifs sur lesquels WeWork est implanté. Parce qu'au bout du bout, il faut à la fois capter la valeur sur l'usage, mais aussi capter la valeur sur la création de valeur, sur la valeur de l'actif. Donc il y a les deux. Ensuite, il y a sur la méthode des DCF, la méthode, les taux de capitalisation. Donc la valeur qu'a l'argent que te confie l'investisseur. Donc sur la valeur de ton cours d'action. Donc en ce moment, ils sont un peu attaqués, les cours de bourse, hein, mais toutes les foncières. Hein, tout le monde prend beaucoup. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça prend beaucoup. Et ça, la question que posent aussi les investisseurs, c'est souvent la question de mais en quoi vous êtes future-proof? En quoi vous êtes capable, c'est la question de la résilience, mais en quoi vous êtes future-proof? Et le digital est une réponse. Est une réponse parce qu'elle permet d'avoir cette agilité. Dans un monde, on dit souvent VUCA, mais il y a cette agilité, cette accélération, et donc le digital permet d'apporter cette réponse aux investisseurs, de les rassurer sur notre capacité à conduire cette transition vers cette économie bas carbone, mais aussi cette économie de l'usage, de la fonctionnalité qu'on évoque depuis le début. Donc la valeur de l'actif, intrinsèquement, elle n'est pas attaquée. Elle va se corriger, mais c'est toujours cette méthode des cash flows, et ça, c'est pas prêt de changer. Hein, que le bâtiment, dans sa valorisation, il doit agir là-dessus. Il y aura peut-être des composantes différentes, mais ça ne va pas fondamentalement changer, en tout cas pas à court terme. Brice. Je vais reprendre une autre métaphore, c'est celle du smartphone. Un bâtiment, en fait, c'est le smartphone sans les applications. Et un smartphone sans application, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je pense que de plus en plus, la valorisation de l'actif d'un bâtiment, quel qu'il soit, ça sera bien sûr qu'il soit bien conçu, comme un smartphone peut l'être sans application, donc qui soit robuste, qui ne tombe pas en panne. Voilà. Mais ça va vous faire plaisir à tous ceux qui sont en salle. Je pense qu'il faut qu'il soit surtout interopérable. Car un smartphone, on l'a bien vu avec l'iOS et Android, c'est le bazar. Hein. Il faut développer des applications 2 fois. On a tous envie d'avoir des systèmes le plus interopérables possible. Et donc le bâtiment qui aura cette capacité à intégrer un maximum de services, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans l'économie des services, l'économie des plateformes, c'est celui qui aura le plus de valeur, tout simplement. Donc l'obsession, je pense, des promoteurs immobiliers de demain, ça sera de concevoir des bâtiments qui pourront accueillir le plus de services possible et les valoriser vis-à-vis du plus de monde possible sur la chronotopie la plus large possible. Et ça, s'il y arrive, c'est comme ça qu'on arrivera à générer le plus de cash flow possible. Parce que ça, in fine, l'équation sera toujours la même. Et donc pour arriver à ça, je vais vous donner un exemple sur les bâtiments tertiaires. Et c'est là qu'on peut peut-être, sur l'histoire de WeWork, apporter quand même un petit biais.
Sur le tertiaire, pendant très longtemps, on a eu l'obsession de dire, voilà, ce qui est important, c'est que les collaborateurs qui travaillent dans ce type de bâtiment, les utilisateurs, on travaille sur le confort d'usage. Donc on s'est dit, voilà, à partir du moment où ils ont un bureau, ils ont de la lumière, déjà qu'ils ne se peignent pas, bureau attitré ou pas d'ailleurs. Et puis on est en train de s'apercevoir, aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tant le confort d'usage que le bien-être et la santé. Donc on commence à avoir des bureaux qui sont configurés, ce qu'on appelle par typologie de tâches. Parce que quand vous êtes chez vous, vous ne faites pas dans la cuisine ce que vous faites dans la salle de bain, ce que vous faites... Et vous avez une tâche, pour faire une tâche, vous avez un emplacement particulier qui est adapté à ce type de tâche. Et de plus en plus, les collaborateurs, quand ils sont dans un bureau, ils veulent la même chose. S'ils veulent dormir, ils doivent pouvoir aller dormir. S'ils veulent travailler en zone quiet, mais véritablement quiet, parce qu'ils ont un travail intellectuel intense à faire, il faut qu'ils puissent le faire dans des zones où il n'y aura pas de bruit, pas de dérangement, pas de conversation. Et aujourd'hui, le taux de churn dans les centres de coworking, il est lié en fait aux mêmes nuisances qu'on avait dans les open space d'avant, c'est le bruit. Les gens partent parce qu'ils disent, de toute façon, c'est sympa, il y a du café partout, ça discute, ça rigole, mais on ne peut juste pas travailler. Ce qui est quand même un peu gênant pour un bâtiment tertiaire. Donc, à force d'écouter, parce que bon, il y a quand même un concurrent de WeWork qui s'appelle Nextdoor, bon, on est plus petit, hein, mais on grandit vite aussi. Et nous, on écoute nos clients, plus peut-être que les Américains, et puis ils nous disent, nos clients, mais c'est bien votre truc, là, les communautés, les crêpes, le ping-pong, le baby-foot, tout ça, mais bon, il faut qu'on bosse quand même un peu, quand même. Et ils nous disent, mais on veut surtout du confort. On veut du confort d'usage, on veut des lieux qui sont adaptés à nos tâches. Et là, maintenant, on est en train de faire un petit peu marche arrière pour mettre en place des zones de travail qui correspondent véritablement à la physiologie humaine. Le assis debout, le nombre de pas par jour, d'avoir des zones véritablement adaptées pour chaque type de tâche, suivant que vous êtes à 2, à 3 ou à 4, etc. Et là, on va vendre à nos clients non pas simplement des espaces friendly, on va vendre de la productivité immatérielle. Alors c'est un peu plus compliqué à calculer, mais ça se valorise très très bien en euros. Bon, clairement, quand même, ce type de bâtiment, il se valorisera forcément plus. C'est du cash, de la productivité. Il faut savoir que donc, si vous faites ceux qui sont existants et qui n'arrivent pas à aller vers ce type de sont prestation morts. De service, comment ? Ils sont morts, ces bâtiments, c'est qui arrivent pas. Je vous donne un exemple. Dans un bâtiment tertiaire, vous connaissez les chiffres comme moi. Sur 100% de dépenses sur un bâtiment tertiaire, vous avez 85% de dépenses qui sont les salaires des gens. L'énergie, c'est peanuts, c'est 6%. La maintenance, 9%. Donc si vous augmentez la productivité avec confort, ne serait-ce que de 10% de la masse salariale, faites le calcul. Alors, oui, ça, on pourra les détruire, on sait faire aussi. mais ça introduit un autre sujet, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'échelle de quartier. On voit de plus en plus l'émergence de tiers-lieux suite aux nouveaux usages et aux activités humaines qui changent et qui peuvent être déportées. Et on se dit, voilà, à l'échelle d'un quartier, ce sera beaucoup plus facile de fédérer, de mutualiser. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, à part dans certains endroits ou des nouveaux quartiers, des éco-quartiers. Mais on a assisté dans les 40 ou 50 dernières années plutôt à une ghettoisation avec les logements d'un côté, le travail de l'autre. Voilà. Mais donc aujourd'hui, comment on réécrit l'histoire, comment on redéfinit nos territoires et... Attendez, nous on n'est pas des urbanistes, mais tu as complètement raison. La ville se reconstruit sur elle-même 1% par an, à peu près. Sur le neuf, hein, parce que sur l'ancien, c'est 1 pour 1000. Donc, les 75% des bâtiments existants aujourd'hui seront toujours là en 2050. Donc, de rebâtir de la mixité dans les villes denses, ça demandera quasiment 2 générations. Ça demandera du temps. Mais si on ne commence pas maintenant, on n'y arrivera pas. Donc oui, forcément oui. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs avaient quand même du bon sens. Les bâtiments du 19e et du début du 20e étaient éminemment mixtes. C'est en fait le tout voiture qui a créé ces zones, le tertiaire d'un côté, les logements, et puis les commerces, qui créent des mouvements pendulaires qui sont extrêmement dispendieux, etc. Bon, là, il faut qu'on retrouve, et c'est pour ça que c'est nécessaire, on n'en a pas parlé encore, mais de la réversibilité des bâtiments, la mutabilité des bâtiments, leur capacité à changer d'usage. Ça a été d'ailleurs l'un des grands sujets du CIMI là, il y a quelques jours.
Et je pense que nos clients commencent à nous demander ça, parce que comme un bâtiment, il s'était dit dans le petit film de Microsoft tout à l'heure, c'est 70 ans, 70, 80 ans, il reste sur pied. Mais qui peut dire quel va être l'usage d'un bâtiment dans 10 ou 20 ans? Mais qui peut dire ça aujourd'hui, dans le temps du chaos dans lequel on est en train de rentrer? Donc c'est vraiment important aussi que les architectes, que les maîtrises d'ouvrage considèrent que probablement, il va falloir, pour un bâtiment, le bâtiment changera d'usage plusieurs fois avec une mixité d'usage. Et c'est en termes de bilan carbone, c'est important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel du carbone, c'est l'énergie grise de construction. Grâce au Grenelle, les bâtiments sont extrêmement maintenant peu dépensiers en énergie en fonctionnement. On se rapproche du passif petit à petit, ils vont devenir positifs. Donc l'essentiel du carbone émis par un bâtiment, c'est la construction et les déplacements. D'où la nécessité d'avoir des systèmes de transport doux et de démobilité. Et la téléprésence aujourd'hui qui va arriver massivement grâce à la 5G, ça va nous permettre aussi de faire tout un tas de trucs dans les bâtiments aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant, en non-mobilité, notamment les aspects médecine, la formation, où on devait se déplacer avant, on pourra le faire in-house demain. Donc on rapproche tous les services dans le bâtiment ou dans le quartier. Mais non, mais il y avait pas on vivait tel Gargantua sans fin. C'est-à-dire, tout était accessible à profusion dans un état des ressources avec une corne d'abondance. C'est terminé. C'est terminé. Sobriété, on a conscience de la finitude des ressources, on a conscience qu'on ne peut plus opposer nature, humain, technologie. Donc on reprend conscience et on reprend du bon sens. Ce qui fait du bien quand même. On reprend le sens de l'analyse du cycle de vie, de pouvoir non pas tout jeter à la poubelle et recommencer à zéro, donc d'une économie circulaire qui a quand même des vertus aussi d'un emploi local. On reprend conscience que l'étalement urbain a généré une pendularité du travail considérable. Donc on reprend conscience de l'intensité d'usage des noyaux urbains, mais également des périphéries. Et je crois que Nextdoor se développe bien aussi dans les petites et moyennes collectivités. Donc c'est on redevient raisonnable. On redevient raisonnable. Alors pas tous, aux États-Unis, bon, ça va être le cas. Mais on redevient raisonnable. Et du coup, on redécouvre ce que nos anciens ont fait. Donc on redécouvre vers des des bonnes fondamentaux. pratiques. Et le digital Va le permettre. L'accélère en plus. Le digital et notamment, je pense que c'est la plateformisation. La plateforme. C'est l'interopérabilité, c'est l'échange, c'est l'économie de l'échange et partager des ressources. C'est partager des ressources. Oui, c'est ça. Ça introduit en fait le mot de la fin. Parce qu'effectivement, ça ne peut marcher, sans doute, que si on a une plateforme de service à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier. Et la question, c'est celui qui va porter cette plateforme, quelque part, est-ce qu'il n'a pas un rôle majeur? Parce qu'en fait, il ne va pas porter seulement un service autour des espaces immobiliers, mais il risque de porter d'autres services comme la mobilité, comme tu en as parlé, la santé, comme le commerce, comme... Enfin, que sais-je, et puis des services totalement déportés, c'est-à-dire qu'il peut dire, voilà, ou l'énergie, donc on voit que c'est quelque part, là, on décorrèle encore plus l'usage de la propriété, et quelque part, ça va contribuer à l'attractivité même d'un territoire. Un territoire où il y aura ce type d'offre, et où j'achète plus un logement, où j'achète plus une voiture, j'achète plus, que sais-je, mais que je suis dans une approche servicielle. Si elle existe, si ça existe, mais je pense qu'on va sans doute vers ça. Mais j'aimerais bien que vous... Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est l'approche d'un Google, d'un Amazon. Et donc, est-ce qu'on va aussi vers ça? Et vous, votre métier, est-ce que vous le pensez comme ça? Est-ce que vous allez effectivement vous mettre dans cette orientation? Alors, je suis d'accord avec toi que la vraie liberté demain, ça sera de pouvoir jouir de tous sans rien posséder. Parce que c'est vrai que... Mais bon, il y aura toujours des propriétaires, on l'a dit. Maintenant, ça ne va pas se faire si vite comme ça. Non. Et les Google, ils ont les Google, les GAFA et puis les équivalents asiatiques, ils ont des visions qui sont très macro, worldwide, l'opération de ville, etc. Bon, je vois mal le maire de Tataouine-les-Hirondelles en France confier à Google l'ensemble de ses services publics et des flux dans sa ville. Ça va peut-être un petit peu de temps quand même pour arriver, et pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Et je pense que nous, déjà en France, on a des opérateurs, il y en a autour de cette table ici, on pourra le faire déjà à l'échelle des quartiers, l'échelle des îlots, parce que c'est là que ça va se passer, c'est là que les gens vivent.
Et commençons par ça avant d'imaginer avoir des opérateurs globaux, même à l'échelle de ville. On voit les expériences qu'il peut y avoir en Chine. Aujourd'hui, ça marche parce qu'en fait, eux, pour le coup, là, le droit, ils le décrètent, quoi, hein, ils décident de le faire. Ouais, c'est ça. Mais vous avez les outils pour le faire aujourd'hui? Oui. Et puis, on a des partenaires. D'accord. Hein Oui, la ville l'autorise. Les aménageurs la ville autorise et délègue par solidarité de service parce qu'elle n'a plus les moyens de nourrir la ville à son échelle en coût, donc elle délègue des pans complets d'aménagement et donc il y a quelque part une privatisation de l'aménagement des échelles de quartier, donc il y a des échelles de gouvernance urbaine micro-locale qui se créent parce que la ville n'est plus capable d'absorber la charge et le coût d'entretien, tout ça. Donc il y a une délégation à l'échelle des quartiers qui s'opère, qui pose un sujet de subsidiarité, c'est-à-dire de délégation de services publics à l'échelle de quartier, de fonctions régaliennes. Mais c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les grands appels à projets, les réinventés bidules et autres, c'est des réinventer des quartiers. Non, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a pas cet opérateur de service qui encore se positionne. DNJ, il est où, hein? Comment? Il est où, Marc? Mais est-ce que vous... Non, mais nous, on le fait déjà. On a une expérience pour l'instant à Dijon, avec Bouygues Énergie Service. Il y a SmartSide, nos concurrents d'Eiffage. On peut en parler un peu, mais rapidement. Mais il ne faut pas non plus se beurrer les lunettes. On est au début de tout ça quand même. Ouais, et la courbe d'expérience sera longue. Donc, pour répondre à ta question, oui, on est capable de le faire, nous, sans aller chercher les Américains sur ce sujet. Kevin? Après, dans ta question, tu dis une personne, une plateforme, celui qui... Je pense que dans le monde de la ville, il n'y aura pas un winner take all comme dans le monde du digital. C'est juste pas possible. Ce sera un triptyque. Ce sera cloud to cloud. Il y aura en fait pas mal de gens qui vont agréger ce qu'ils peuvent. Je pense que chacun à sa place doit produire les meilleures données possibles, les plus smart possibles, et délivrer des choses smart. Ça sert à rien de remonter des millions de données bêtes comme leurs pieds, qu'on sera bien incapable de gérer, de stocker. Bon, bref. Donc je pense que chacun doit être bien à sa place. L'industrie, du chipset jusqu'au service final, je ne vois pas une personne faire toute la chaîne. Et chacun à sa place, par contre, doit mettre plus d'intelligence dans sa petite brique pour optimiser le tout. Après, tu poses la question de la gouvernance. Effectivement, je ne pense pas que les GAFA, dont le M, seront le seul acteur qui va tout prendre. Par contre, on a besoin des GAFA, au même titre que les GAFA ont besoin de nous. Exemple tout bête, ce qu'on a fait là, ici, préférence... Première mondiale, premier bâtiment nativement compatible, HomeKit, Apple, Amazon et compagnie. En fait, la direction générale d'Apple nous a appelés en disant c'est super ce que vous avez fait, comment on peut vous aider? Parce qu'il se trouve que tu as beau t'appeler Apple, tu ne sais pas ce que c'est un électricien, si je tire le trait. C'est clair. Donc il faut être aussi humble, on ne deviendra jamais des GAFA. Par contre, les GAFA ne deviendront jamais acteurs de l'immobilier ou promoteurs. Construire un immeuble, c'est un savoir-faire en fait. Agréger, faire. Moi, je dis souvent, on est chef d'orchestre d'une complexité folle, et on va juste rajouter un synthétiseur dans un fil harmonique. Mais c'est un instrument en plus, digital, mais à côté, il y a le violoncelle qui doit continuer à tourner, et nous, on doit continuer à écrire cette partition. Et notre job, c'est d'écrire une partition qui réponde aux enjeux sociétaux, qui tourne. Et après, la question de la gouvernance, effectivement, à un moment donné, ça devrait quand même passer au niveau du public. Et à un moment donné, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur certaines plaines communes, par exemple, qui réfléchit à une régie de données publiques, avec une gouvernance publique. Alors ça pose 1000 questions de compétences, de capacités, ainsi de suite, probablement avec des partenaires. Mais je pense que les acteurs sur la chaîne de valeur, puisqu'ils sont multiples, vont apporter chacun leur brique. Je pense que collectivement, chacun à notre place, on doit juste un petit peu monter en valeur pour que collectivement, on génère beaucoup plus de valeur à la société et aux citoyens. Non, c'est tout à fait ça, parce que il faut bien en fait faut crée de la valeur, donc il faut qu'on gagne notre vie quand même sur cette histoire, parce que la plateforme, quelle qu'elle soit, il va falloir la financer. Donc une des difficultés majeures, moi je pense, c'est effectivement de trouver des cas d'usage très opérationnels qu'on va pouvoir transformer dans des formules qui elles-mêmes finiront dans des algorithmes et qui permettront de rendre du service. Mais ce service, c'est une valeur ajoutée et il faut qu'on la partage avec l'occupant ou bien avec l'asset manager. Sinon, si on se fait plaisir sur toutes les formules du monde, mais que personne n'a rien y gagné, on n'arrivera jamais à placer ces innovations. Donc aujourd'hui, c'est la vraie réflexion qu'on a, nous, chez Nexity. Et je peux vous assurer que pour faire parler
des opérationnels métiers property management qui sont vraiment des cols bleus, qui sont des sachants sur leur métier avec tout l'écosystème des plateformes et du système d'information, c'est un vrai challenge. Bien, c'est un peu le mot de la fin, je pense. Mais on voit qu'on est à l'aube d'une vraie évolution, voire révolution. Mais restons optimistes. C'est une opportunité qui se porte à nous. Comment ? On est juste à l'aube d'eux. On est en plein dedans. Ouais. En plein dedans. Merci beaucoup.